Bonjour et bienvenue dans le club Le Figaro Culture consacré à l'art cette semaine avec mes 4 invités. Nous allons tout d'abord faire le grand tour d'horizon des expositions parisiennes de cet automne. Le surréalisme, Jackson Pollock, les peintres scandinaves, les trésors de la Galerie Borghese et bien entendu la grande exposition, la grande rétrospective Caillebotte au musée d'Orsay. Nous nous attarderons un petit peu sur cette exposition pour essayer de voir quel impressionniste à part était Caillebotte. Et puis ensuite, place à notre invité d'honneur, Adrien Goetz, historien d'art, membre de l'Académie des Beaux-Arts, romancier et qui publie un livre absolument jubilatoire et réjouissant, Mes musées en liberté, aux éditions Grasset. Avec lui, nous ferons un petit peu le tour d'horizon des grands musées, de 120 musées en France. On ne fera peut-être pas les 120 musées, mais on en fera quelques-uns. Vous verrez qu'aucune région n'a été oubliée par notre ami Adrien Goetz. Le club Le Figaro Culture spécial art, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Isabelle Schmitz, vous êtes directrice adjointe du Figaro hors série. En attendant, hors série très attendu sur le Clint Eastwood. Eh bien, pour l'heure, c'est celui sur Caillebotte qui est en kiosque en ce moment. Caillebotte, l'instant impressionniste, plus de 100 pages sur ce peintre que nous allons bien sûr évoquer tout à l'heure. Nicolas Chaudin, bonjour. Vous êtes historien d'art, critique d'art au Figaro Magazine, romancier et documentariste. Et on va parler un petit peu du héros de votre prochain documentaire qui sera diffusé sur la chaîne Histoire TV. Et Haussmann, créa Paris, puisqu'il y a un petit rapport entre le Paris de Haussmann et Caillebotte, bien entendu. Petit. Bonsoir Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, vous êtes rédactrice en chef à la Tribune de l'Art. Bonsoir Adrien Goetz. Bonsoir. Vous êtes notre invité d'honneur ce soir. Vous êtes historien d'art, vous êtes romancier, vous êtes essayiste, vous êtes membre de l'Institut, de l'Académie des Beaux-Arts. La plupart de vos ouvrages évoquent les musées, l'art, le patrimoine, et celui-ci, votre dernier en particulier, qui vient tout juste de sortir, Mes musées en liberté, aux éditions Grasset, 120 promenades artistiques en France. Nous en parlerons longuement dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'heure, je vous propose de faire un petit tour d'horizon, puisque nous sommes fin octobre. Toutes les grandes expositions ont débuté à Paris et en province, mais surtout à Paris, les grands moments à partager. Alors, pour ne pas mourir idiot le 31 décembre, je vous propose que vous nous donniez vos recommandations de ces expositions à ne pas manquer. On commence avec vous, Nicolas Chaudin. Alors, je vous suggère... C'est toujours très difficile de commencer parce qu'on a l'impression d'enfiler les perles. Je vous recommanderais quand même d'aller voir l'exposition au Centre Pompidou sur le surréalisme. Cette année, nous célébrons le centenaire du manifeste du surréalisme, déjà. Et c'est intéressant pour 1000 raisons. D'abord parce que cette exposition est richissime, son parcours est original et facétieux. Qu'il y a une quantité de chefs-d'œuvre absolument incroyable, mais pas que. Il y a quand même quelques œuvres qui ne tiennent pas vraiment la rampe, mais précisément, ça donne un peu le panorama de ce mouvement qui est né en France, mais qui a dépassé de loin les frontières de l'Europe pour se répandre dans le monde entier, et qui a duré longtemps. C'est pas un mouvement éphémère, c'est un mouvement qui a suscité un élan... un certain nombre de réflexions, parfois d'ailleurs même des anathèmes brutaux, mais pendant 35, presque 40 ans, sans discontinuer et sans faiblir surtout. Donc l'exposition était véritablement édifiante. Elle nous rappelle surtout ce qu'on a un peu oublié, parce que je pense que du surréalisme, nos contemporains conservent plutôt une image, je disais tout à l'heure, le parcours facétieux de l'exposition, une image un peu brouillonne, de gens qui défraient la chronique, créent le scandale, avec des œuvres faites de briques et de broc, mélangeant l'objet industriel à la peinture extrêmement léchée, car vous remarquerez que la plupart des peintres surréalistes ont une touche très académique, en fait. On oublie une chose, c'est que ce sont des révolutionnaires, partisans d'une révolution totale, d'une révolution extrêmement brutale. Ils le disent d'ailleurs, nous assumons que la révolution sanglante est le châtiment inéluctable de l'esprit humilié. Donc, ils en appellent à la révolution sanglante. Ils sont en parfaite contradiction avec la société de l'immédiate après Première Guerre mondiale. Le bleu horizon leur fait horreur, les troupes au pas aussi, la bourgeoisie industrieuse, industrielle et surtout
capitaliste les rend hystériques, et donc il donne des coups de pied dans tous les sens contre un ordre établi que la victoire de 1918 semble asseoir sur un trône pour 1000 ans, par exemple. Et cette révolution extrêmement violente est assez bien retranscrite dans cette exposition qui fait malheureusement l'impasse, sinon l'impasse, en tous les cas qui minimise le caractère un peu licencieux du surréalisme, parce que l'érotisme est complètement inhérent à l'identité du mouvement. Pas de surréaliste sans sexe derrière, sans érotisme. Cru, hein, pas un érotisme. Ouais, en plus, ils se réclament beaucoup de Freud. Exactement, et pour eux, l'acte sexuel est quelque chose qui peut être élevé au rang de trans, pas seulement charnel. Enfin, on atteint à une autre dimension de l'être à travers ça. Et d'ailleurs, ils passent leur temps à se filmer. Hein. Max Ernst, pas Max Ernst. Excusez-moi, enfin bref, Un été à la Garoupe de Man Ray est un film très cru et je trouve que l'exposition, surtout dans sa dimension cinématographique, cache un peu le caractère extrêmement violent et érotique du surréalisme, notamment l'extrait du chien andalou, le fameux insoutenable. Oui, insoutenable. Oui, donc on le connaît. Oui, mais tu as remarqué qu'ils l'ont coupé. On voit effectivement la lame de rasoir qui s'approche de l'œil, mais on ne voit pas l'œil coupé. Et moi, ça m'a un peu énervé, cette espèce de pudeur de bonne aloi, parce que précisément, c'est tout ce que rejette le surréalisme. Voilà. Adrien Goetz, vous l'avez vu aussi? Oui, et puis j'ai lu le catalogue aussi, qui est un peu touffu, mais il y a des choses très intéressantes. Ouais. Il y a un article d'Amari Samao intitulé Le surréalisme contre le colonialisme. Et c'est aussi l'idée que c'est un mouvement de combat, parce qu'on a un peu perdu de vue. Pas politique. Et j'ajouterais à cette analyse excellente que c'est un long surréalisme. C'est-à-dire que c'est l'exposition du centenaire, donc 24, mais il y a une œuvre de Caspar David Friedrich. Il y a les racines. Voilà, il y a les racines, et puis on va jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc on a là une grande vague surréaliste qui commence, au fond, au début du 19e siècle. Il y a un dessin spirit de Victorien Sardou, La Maison de Mozart. Donc c'est 1860. Voilà, ça m'a beaucoup intéressé. Donc cette vision plus large. Oui, je pense qu'elle est très intéressante. Mais même moi, mais le surréalisme me fascine parce que pour moi, il est emblématique du fait qu'une période de décadence arrive toujours, en tout cas celle-ci là, quand les artistes sont en pleine possession de leurs moyens. Ils ont une facture classique, ils savent parfaitement peindre, ils font absolument ce qu'ils veulent, mais ils vont tout détruire. Et la formule d'Aragon qui dit que le surréalisme veut dénoncer le mensonge hideux du bonheur me paraît très vrai. C'est-à-dire qu'ils veulent détruire le bonheur, ils veulent détruire ce qu'il y a de beau dans la vie. Alors, il y a un côté amusant. Et pour recréer quelque chose, c'est purement... Pour recréer quelque chose, mais... Faire table rase du c'est passé, pas une décadence, c'est aussi une renaissance. Oui, c'est ça. Oui, mais il me semble que cette renaissance est un enfermement ensuite très systématique. Et je crois. Et que l'épitaphe de Breton qui dit que je cherche l'or de la vie, je ne suis pas vraiment sûr qu'il l'ait trouvé. Je pense qu'il a beaucoup remué la boue. Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, une autre. Alors, on a fait un petit peu le tour du surréalisme, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Non, en fait, c'est une exposition un peu trop foisonnante, j'ai trouvé, parce qu'il y a quand même 500 œuvres en 13 sections. Alors, la scénographie est formidable parce que c'est sous forme de labyrinthe et ça s'inspire de Marcel Duchamp, qui a été le scénographe des expositions surréalistes. Mais alors, on s'y perd, vraiment, on s'y perd. Et donc, il faut revenir plusieurs fois pour la voir. Et je ne suis pas sûre que tout le monde puisse se permettre de revenir. Oui, c'est un petit luxe, quand même. Je l'ai vu 2 fois, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de visiteurs. Des problèmes. Une autre exposition, alors, pour vous. Alors oui, moi, je voudrais parler d'Harriet Backer au musée d'Orsay, qui est une peintre norvégienne. Et je voudrais citer cette exposition parce que c'est une rétrospective de cette artiste norvégienne très connue en son pays, méconnue en France, alors qu'elle a passé quand même 10 ans chez nous et qu'elle a été influencée par la peinture des impressionnistes qui l'ont entraîné à éclaircir sa palette, à avoir une touche beaucoup plus libre. Et ça, c'est très bien montré. Et chaque thème inhérent à sa peinture est très bien montré dans un parcours thématique très clair.
Et le parcours montre son importance dans la peinture norvégienne, avec le rôle qu'elle a joué dans la Galerie nationale de Norvège, son rôle d'enseignante qui a permis de former les générations futures. Et donc, je voudrais montrer que cette exposition qui met en valeur une artiste femme est l'exemple à suivre pour mettre en valeur les artistes femmes, parce qu'il y a quand même une tendance un peu agaçante actuellement de vouloir absolument, de manière frénétique et souvent un peu artificielle, de mettre en valeur en ce moment des artistes femmes dans des expositions qui ne sont pas toujours réussies, parce que ce sont des expositions que j'appelle les expositions poulaillers. C'est-à-dire qu'en gros, on accumule des tas de femmes qui ont le point commun d'être donc de plus ou moins de la même époque, mais qui n'ont le seul point commun, c'est leur genre et leur époque. Mais après, on dit bah voilà les peintres femmes du XVIIIe siècle ou les peintres femmes autour de 1900, et donc on les présente et on a dit bah voilà c'est bon, on a parlé des femmes. Et chacune est représentée par une ou deux œuvres et finalement on n'apprend absolument rien sur ces artistes. C'est-à-dire après avoir été invisibilisées, maintenant elles sont surexposées. Beaucoup trop, et à leur dépens, parce que peut-être que ce serait rendre service aux femmes d'oublier leur genre en fait, et d'oublier qu'elles sont femmes et de les confronter aux hommes en disant bah, si elles ont de la valeur, si leurs œuvres ont de la valeur, et ben qu'on les expose avec les hommes, ou alors qu'on leur fasse des expositions. Comme Harriet Baker. Comme Harriet mérite Baker. Une exposition Voilà. en tant que telle. Et c'est ça qui, moi, me plaît dans cette exposition, c'est qu'enfin on met en valeur... Et il y a un homme au Petit Palais, un autre Scandinave, je crois. Oui, absolument. Alors, suédois. Liljefors, Bruno Liljefors. Donc lui, c'est un peintre animalier qui est une grande figure du romantisme suédois. Et donc l'exposition met très bien en valeur l'évolution de... Alors lui aussi, il est venu en France. On ne le connaît pas du tout. Mais oui, mais justement, c'est bien que l'histoire de l'art se renouvelle, parce que jusque-là, l'histoire de l'art en France était concentrée sur les artistes français. Et là, ça met en valeur des artistes qui étaient venus chez nous, qui ont été s'inspirer et côtoyer qui ont été marqués, qui ont côtoyé d'autres artistes. Et là, on voit l'évolution de son style, avec au début l'influence de Bastien Lepage, qui est frappant dans les premières œuvres. Vraiment, c'est assez fascinant. Ensuite, davantage le japonisme, et puis ensuite, il se tourne vers ce qu'on appelle le romantisme national, pour mettre en valeur la nature suédoise. Ce qu'on peut dire juste sur cette dernière exposition, c'est qu'elle aurait été absolument infaisable il y a 30 ans. Hein. Pourquoi ? Parce que cette espèce de peinture animalière et panthéiste, comme ça, toute romantique qu'elle soit, aurait absolument déplu non pas au public, certainement pas au public du reste, mais à tous les commentateurs, tous les censeurs. Je veux dire, ce sont des snobs ? C'est-à-dire que ça aurait été qualifié de peinture de boîte de chocolat. Oui. Et ça n'aurait pas pu avoir lieu il y a 30 ans. C'est quand même assez extraordinaire de voir, non pas le retour de balancier, mais enfin, il y a une sorte de libération d'un discours ambiant qui a condamné une certaine peinture figurative. Mais on en reparlera parce que... Il y a le goût pour l'écologie, pour la forêt. C'est ce que vous dites dans votre livre. C'est ce qui n'exclut pas qu'il y ait l'expo Théodore Rousseau du Petit Palais s'est terminé par la lettre des peintres paysagistes pour défendre la forêt. Donc ça, c'est intéressant aussi aujourd'hui. On a envie de ça. Il y a une évolution ce que vous dites dans les directeurs de musées qui vont aussi. Vers ça. Oui. Mais alors, cette exposition-là s'intègre dans une trilogie du Petit Palais, qui a quand même consacré une première exposition à Carl Larsson, puis à Zorn, et ensuite à... voilà. Il y a un tropisme scandinave. Oui, mais ils forment un trio qu'on appelle ABC, qui est en fonction de l'initiale de leur prénom, et c'est des artistes qui se sont côtoyés et qui se sont regardés. Donc, il y a une cohérence, ça fait partie d'un programme plus global. Isabelle, vos recommandations pour Alors, ma recommandation du moment, c'est les figures du fou, du Moyen-Âge au romantisme au Louvre. Au Louvre, au Napoléon, je crois. J'ai trouvé cette exposition très foisonnante, très intéressante. Je ne savais pas à quoi m'attendre, parce que le figure du fou, ça peut être beaucoup de choses. Et je trouve que déjà la scénographie est très belle, et qu'elle décline en fait les différentes acceptions du terme fou, qui au Moyen-Âge ne veut pas dire d'abord malade psychiatrique, mais plutôt insensé.
Alors il y a l'insensé qui est insensé parce qu'il ignore Dieu ou qu'il ne s'en souvient pas, les Vierges folles par exemple, qui sont présentées dans une salle qui reconstitue comme l'abside d'une église. Il y a le fou d'amour, avec le mythe de Tristan et Iseut par exemple. Il y a le fou à la cour, qui n'est pas le plus fou de la cour en fait, qui souvent dit les quatre vérités au roi ou aux autres partisans. C'est le bouffon. C'est le bouffon. C'est le bouffon qui joue au fou et qui est parfois très écouté en fait. Le fou en ville, donc, et notamment les jours où tout le monde a le droit d'être fou, le carnaval. Et puis enfin l'approche plus psychiatrique de la folie au 19e. Mais tout cela donne du coup une très étonnante collection de tableaux à la fois de Bruegel, Rubens, de pièces d'art décoratif, d'objets de toutes sortes, de sculptures, de musique, de littérature. Et je trouve que c'est très réussi et qu'on apprend plein de choses. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nicolas, parlez-nous un peu de Jackson Pollock, parce que c'est aussi la grande expo du moment. Oui, alors, c'est une exposition qui tombe... à point nommé. En tous les cas, c'est une exposition qui était nécessaire. Parce que Pollock est un peintre dont la légende occulte l'œuvre et la genèse de l'œuvre. On a privilégié le grand récit héroïque de la vie de Pollock à l'évaluation, tout simplement, de son œuvre. Et donc, cette exposition ne s'attache qu'aux premières années de sa vie. Donc, avant les fameux drippings qui vont faire de lui une espèce d'icône internationale de l'après-guerre. Et de ce point de vue, l'exposition est très salutaire parce qu'elle explique très simplement et très efficacement, en quelques salles, ce n'est pas une très grande expo, comment Jackson Pollock s'est cherché. Je veux dire, le dripping n'est pas arrivé dans la peinture internationale par le fait du hasard, ça n'est pas une épiphanie ni une averse météorologique. C'est vraiment le fruit d'une recherche d'ailleurs à laquelle ne se consacre pas que Jackson Pollock, et on découvre qu'il n'est pas le premier d'ailleurs à lâcher ses gouttelettes selon un parcours accidentel contrôlé. On pourrait dire ça comme ça. Delacroix l'avait fait déjà. Voilà. Et beaucoup de ses contemporains ou de ses aînés directs, ceux auprès desquels il s'est formé, voilà. Et c'est, de ce point de vue-là, extrêmement passionnant. Bon, évidemment, voir l'œuvre d'un artiste tel que lui, sans pouvoir contempler les chefs-d'œuvre qui ont fait son renom universel, c'est un peu frustrant. Donc, il faut y aller vraiment avec une humeur studieuse. On va comprendre Pollock. Le laboratoire. Et on risque de comprendre aussi que si cet homme avait vécu 10 années de plus, il est mort à 44, 45 ans, dans un accident de voiture terrible. Hein. Il était ivre-mort, il a tué une de ses passagères, il a gravement blessé sa maîtresse. Enfin, c'est vraiment une histoire sinistre. Et probablement que s'il avait vécu, enfin avec des si on ferait n'importe quoi, mais enfin, il serait comme beaucoup de peintres abstraits extrêmes, revenu certainement un peu en arrière parce que ses angoisses ne cessent pas avec son installation dans le dripping ou le pouring, puisqu'il y a des variantes. Et donc, c'est assez beau de voir son angoisse personnelle perdurer. Et c'est au musée Picasso, parce qu'on voit aussi combien Picasso l'a influencé. Alors, parmi les influences, il y a évidemment Picasso. Alors, je dis évidemment pas par commodité de langage, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, ça saute aux yeux. Les surréalistes, évidemment, Masson, bien sûr, et puis l'automatisme prôné par les surréalistes, on y revient. D'ailleurs, j'ai remarqué que souvent les expositions du musée Picasso font écho à d'autres expositions ailleurs. L'exposition Léonce Rosenberg avec Hélion, par exemple, qui avait été l'année dernière. Qui avait été sollicité, qui avait été un des artistes de Léonce Rosenberg. Et donc là, cette fois-ci, ça tombe très bien parce que précisément, on voit combien le surréalisme a influencé Pollock dans sa quête. Comme à l'exposition de Beaubourg, il y a un magnifique Achille Gorky au musée Picasso, exposé à côté des Pollock. C'est atroce à dire, mais c'est la plus belle œuvre de l'exposition. Quelque chose d'extraordinaire. C'est un mot sur... Non, ça rappelle le début de l'exposition Rothko à la Fondation Louis Vuitton l'année dernière. Exactement. On a aimé les premières salles, parce qu'on découvrait un Rothko d'avant Rothko, qu'enfin on pouvait voir avec beaucoup d'œuvres. Voilà.
et le considérer autrement. Mais c'est vrai aussi Nicolas de Staël, on avait Exactement. mais aussi le Et laboratoire. comprendre, c'est très important quand même. C'est pas que... Mais moi, j'ai bien aimé le Pollock d'avant Pollock, c'est-à-dire le celui des pré-Pollock. cueilleurs de coton. Non, mais il y a un côté Van Gogh des premiers temps de la peinture hollandaise. Quand on voit ces personnes courbées en train de cueillir le coton, on sent le poids du jour, il y a un ciel à la Turner. C'est vraiment très beau et on peut en parler, on peut savoir de quoi ça parle. Après, honnêtement, si vous avez compris ce qu'il voulait nous dire, voulait-il nous dire quelque chose? Je n'en sais rien. Mais ça m'a frappé en fait que la plupart des tableaux sont sans titre et pour cause, on ne sait pas de quoi il s'agit et que lui-même revendique ça en disant, notamment sur le tableau de la femme louve, si j'en disais un seul mot, je la détruirais. Je détruirais cette œuvre. C'est l'émerveillement, ça. On se plonge dans ces surfaces vibrantes. Alors c'est l'émerveillement. Moi, j'avoue, chez Adrien, que j'ai plutôt éprouvé. Alors j'étais déstabilisée. Je peux pas. Il y a des tableaux qui m'ont plu par leur couleur, par une certaine inventivité, mais quand même. Un moment, on a l'impression d'un procédé, d'une obstination à ne pas être compris, qui, moi, me met plutôt dans une colère, en fait. Parce que je trouve que la peinture peut être commentée, qu'on peut en dire quelque chose, qu'on peut en apprendre quelque chose. Et là, il me semble qu'il revendique le fait de ne surtout pas parler, ne rien dire, et puis, voilà, laisser les choses se faire. Mais demandez-en un en puzzle pour Noël. Très bien. L'avocat de la défense. Non, mais ça tient peut-être aussi à un trait de caractère de Pollock qui ne savait pas s'exprimer. Il était pas très lettré, il écrivait peu ou assez mal. Il écrivait quelques lettres à ses frères, pas mal de lettres à ses frères, mais ce n'est pas un littéraire. Et c'est un homme qui avait horreur de s'exprimer oralement. Et donc, ce sont ses commentateurs, ses soutiens, ses critiques, en quelque sorte, qui vont construire le propos de Pollock sur son œuvre. C'est pas lui qui va construire ça. Par exemple, Greenberg, Clement Greenberg va construire la légende de Pollock et pour la construire, va attribuer à Pollock des choses qu'il n'a pas dites. Donc, par exemple, si je mettais un mot à côté de cette œuvre, je la détruirais. Il dit la même chose pour The She-Wolf. C'est pas vraiment de lui, ouais, non. Allez, Pollock, musée Picasso, un tout petit dernier tour, Marmottan, Monet, Trompe-l'œil, non? Quelqu'un a vu? Non. C'est très original, c'est très bien. C'est toujours les expositions de Sylvie Carlier au musée Marmottan-Monet, qui est la nouvelle directrice des collections. Et on voit plein de choses tout à fait inattendues. Moi, je vous recommande Trompe-l'œil. Bon, et puis, on aurait pu parler aussi de les trésors de la galerie Borghese, qui sont bien sûr. À Jacques Marandré, qui sont vraiment des... Et on peut parler aussi des musées dans des villes de région. Moi, j'aime beaucoup Montauban, le musée Ingres-Bourdelle. Et en ce moment, il y a la fin de Delacroix-Ingres, objet d'artiste, qui est très émouvant, parce que Delacroix-Ingres, on pourrait remplir un grand palais. Surtout. Mais là, c'est les petites choses. Ouais. C'est le violon d'Ingres, le vrai, les objets du Maroc que Delacroix possédait dans son atelier. Et on entre dans une intimité des deux rivaux qui est vraiment fascinante. Et puis, quand on descend dans les tréfonds du musée Ingres-Bourdelle à Montauban, il y a la salle du Prince Noir, grande nef médiévale où il y a toujours de l'art contemporain. Et là, c'est visible jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est Jean-Michel Ottoniel qui a réalisé une œuvre qui nous ramène à l'époque où le Prince Noir ravageait la Guyenne et très sombre. Le contraire de cet Ottoniel plaisant qu'on voit dans le kiosque des Noctambules, place du Palais Royal. C'est comme un château écroulé avec des briques de verre noir et un éclat rouge comme un spinel, comme le spinel, le rubis du prince noir de la couronne d'Angleterre, qui est là, comme dans une cité abandonnée, avec les petites briques des murs de cette architecture. C'est magnifique. Montauban, merci beaucoup Adrien. Je vous propose qu'on passe à Caillebotte, puisque c'est aussi une des très grandes expositions de la rentrée. Gustave Caillebotte au musée d'Orsay. Tellement important que le Figaro hors-série en a fait un numéro entier que vous avez piloté, Isabelle Schmitt, avec l'idée que Caillebotte, il est un peu à part dans le mouvement impressionniste, parce qu'il n'est pas que peintre, il est aussi mécène et collectionneur. Il est dedans, il n'est pas tout à fait dedans. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Parce qu'en plus, il n'y a pas que la peinture qui compte pour lui. Il n'a pas tout à fait le profil social des autres. Non, de fait, alors il est issu d'une famille beaucoup plus aisée. Son père a fait fortune en vendant des lits militaires à l'armée. Et donc Caillebotte est rentier. Mais lui-même refusera toujours, dans son état civil, de se déclarer rentier. Il se déclare artiste-peintre, alors que ses deux frères se déclarent rentiers.
Et alors, il fait en fait complètement partie du groupe impressionniste à partir de la deuxième exposition. Oui. La première, il n'est pas encore avec eux. Il n'a pas été invité à la première. Il n'a pas été invité et il travaille pour le salon de 75 où il expose ses raboteurs de parquet qui seront refusés et qui seront le premier tableau qu'il exposera du coup avec les impressionnistes. Et c'est vrai que là où il peut nous dérouter un peu, c'est que sa facture est très classique. En fait, c'est un élève de Léon Bonnat, de tendance, de sensibilité michel-angélesque. Et ce qu'on voit dans ces raboteurs de parquet, c'est une scène très réaliste. Alors, critiquée par le salon, parce que comment représenter, comme de la grande peinture, un sujet aussi bas? Vous avez des ouvriers à moitié nus qui rabotent un parquet. Ça ne peut pas être un sujet qui digne du salon et dans ce format-là. Et ce tableau déplaira aussi à Zola, alors qu'on aurait pu croire qu'il lui plairait. Mais Zola, il voit une peinture proprette, bourgeoise, claire comme une vitre, comme une photographie. Il ne voit pas en fait que le tableau est très construit, que la perspective du parquet qui monte en fait permet d'avoir un regard plongeant sur les raboteurs et vraisemblablement les impressionnistes voient l'originalité de ce tableau et c'est pour ça qu'ils font appel à Caillebotte. Et ensuite, lui aura un rôle très fédérateur dans le groupe, non seulement financièrement, parce qu'il leur achète leur tableau, il fait monter leur cote, il organise des dîners à ses frais pour réunir tout le monde, mais il se bat pour la cohésion du groupe et sa définition artistique. Ce sera l'origine d'une brouille avec Degas, oui, bien parce sûr. que Degas, en fait, lui veut faire rentrer un maximum de peintres reconnus pour que les gens viennent, qu'ils achètent leurs tableaux. Sans doute, Degas est davantage mort de faim que Caillebotte. Mais Caillebotte n'est pas d'accord parce qu'il dit que ça dilue complètement leurs propos artistiques. Donc ce sera une des raisons de leur mésentente. Mais Caillebotte, jusqu'au bout, essaiera de garder la cohésion du groupe et soutiendra énormément certains d'entre eux. Par exemple, Monet, dont il paiera le loyer, qui l'aidera vraiment à vivre. Et il paye aussi peut-être le fait d'avoir d'autres passions que la peinture, tout artiste qu'il est. Oui, alors effectivement, le commissaire de l'exposition, Paul Perrin, nous disait c'était un hyperactif qui était vraiment à fond dans tout ce qu'il faisait. Et notamment dans la navigation, où il fait de la régate, il participe à de nombreuses architecte naval, il dessine des bateaux. Oui, c'est ça, je crois qu'il a inventé 2 types différents de bateaux et il a révolutionné les critères d'estimation de la régate en faisant intégrer la voilure du bateau dans l'estimation de la vitesse. Et il a dessiné les plans du club de voile de Paris. Et il en est l'un des fondateurs. Donc, c'est pas un marin du dimanche, en fait. Il est extrêmement investi. Et puis, dernière chose, vous évoquiez son rôle de mécène. Comme il a légué à 28 ans, en fait, quand il perd l'un de ses jeunes frères, du coup, il écrit son testament. Et dans le testament, il y a seulement 2 clauses. Oui, il lègue à l'État, c'est ça Oui, c'est ça. Il lègue à l'État. Il y a 2 clauses. Il y a, si je meurs, je veux que l'on organise à mes frais une exposition des peintres impressionnistes, en avançant tout ce qu'il faudra payer. Et deuxième clause, je lègue toute la collection de ces peintres impressionnistes à l'État, à la condition qu'ils soient exposés au Louvre et au Luxembourg. Et non pas dans un obscur musée de province. Oui. Et en fait, c'est ça. Comment peut-on dire ça? Comment peut-on dire ça? Il était un peu parisien, voilà, très très parisien. Bon, mais et en fait, c'est l'origine de la confusion parce que tout le monde croit que l'État a refusé le legs Caillebotte. Or, en fait, non, pas du tout. Le conservateur du Luxembourg est très content. Et il fait tout ce qu'il peut pour accueillir dignement ces tableaux, mais tout simplement, il n'y a pas la place de tout mettre, et donc il en refuse une partie. Et c'est ça l'objet de la discussion. Mais ça crée un précédent que Michel Gégère appelle le syndrome Caillebotte, qui fait qu'en fait, aujourd'hui et hier, tout artiste incompris ou rejeté de l'établissement se revendique des impressionnistes rejetés lors du legs Caillebotte, alors qu'ils n'ont pas du tout été rejetés, en fait. Voilà. Les tableaux restent très mystérieux. Que se passe-t-il dans ces tableaux? Qu'est-ce que ça représente vraiment? Regardez les 3 raboteurs de parquet. Qui sont ces hommes? Vous avez remarqué, il y a un des 3 qui a une alliance. Oui. Il est marié, pas les 2 autres. On sent qu'il y a une histoire. On aimerait connaître, et évidemment on ne connaîtra jamais. On a retrouvé, c'est vrai, mais il n'y a pas de quoi en faire une histoire complète, mais on a retrouvé la correspondance du chef de l'atelier, sans doute, avec Caillebotte. Et du coup, on chronique dans ce numéro du Figaro hors série le petit livre inspiré de ça, qui s'appelle Ouvriers et artisans selon Caillebotte, et qui, à partir de la première correspondance où il parle de leurs factures, etc., va imaginer l'échange entre les deux, et cet homme qui a une alliance, lui disant « Cher monsieur, vous nous avez donné une dignité, nous représenter dans un tableau, c'est incroyable. » Et c'est très beau. Alors, ça n'a rien d'historique pour l'imagination, parce que... C'est intéressant. Mais c'est intéressant, en tout cas. J'ai trouvé ça touchant, et ça peut donner une clé d'interprétation. Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, l'intitulé de l'exposition, c'est « Peindre les hommes ».
Oui. Ça vous va comme intitulé ou Non, non pas du tout. C'est comme peindre les femmes. Non, mais voilà. Non, il y a un parti pris dans cette exposition qui ne me convainc pas du tout. Mais parce que ça, c'est les historiens de l'art américains qui nous amènent ça. Le propos, c'est de montrer que Caillebotte a peint essentiellement des hommes. Et donc, on ne montre que des hommes. Et donc, statistiquement, c'est vrai, Bénédicte. Et statistiquement, c'est absolument vrai. Mais, néanmoins, premier point, le catalogue donne voix à des historiens de l'art américain qui soulignent que tous ces tableaux trahissent un désir homosexuel refoulé et qu'en fin de compte, ce que Caillebotte montre, c'est une société après la guerre de 70 qui perd sa virilité. C'est un peu ça. Il y a un magnifique nu féminin. Mais c'est pour ça. Mais donc c'est pour ça. Alors donc je ne suis pas convaincue par le propos qui montre que Caillebotte avait des désirs homosexuels refoulés, parce que ça n'apporte absolument rien à la lecture de sa peinture, qui est audacieuse par le choix des cadrages, par le choix de la touche du sujet, etc. Mais cet aspect-là ne me convainc pas, et je trouve ça vraiment dommage que le musée d'Orsay, qui est le musée des impressionnistes quand même, ne consacre pas une rétrospective à Caillebotte. Parce qu'il n'y en a pas eu depuis 1994, il y a eu depuis quelques années des expositions thématiques qui remettent en valeur ce peintre laissé de côté, souvent considéré comme un peintre de second choix, alors que là, on montre que c'est un grand talent. Et là, c'était l'occasion de montrer que toute l'ampleur de son rôle pour les impressionnistes en tant que collectionneur, en tant que fer de lance, organisateur des expositions, mais aussi toute l'ampleur de son œuvre. Et il y a toutes les peintures de fleurs qui sont pas présentées. C'est vraiment dommage. Il y a un tableau que j'aime bien, c'est celui du musée Baron Gérard de Bayeux. Vous savez, je défends toujours les musées dans les villes, et particulièrement en Normandie. Oui. C'est des femmes en train de... Il y en a une qui lit, il y en a d'autres qui cousent et qui brodent. Et alors, il n'y a que des femmes dans ce tableau. Mais il y a une qualité de silence et de méditation qui est extraordinaire. On aurait pu le mettre à l'expo pour dire que les femmes font tapisserie chez Caillebotte. C'est ça. Mais il n'y est pas. Voilà. Donc c'est l'idée d'aller voir à Bayeux d'autres chefs-d'œuvre. Mais il y a même une théorie qui explique que s'il arrête de peindre les hommes à la fin pour se consacrer aux fleurs, c'est que c'est trop intense pour lui de voir tous ces hommes et d'avoir le regard de ces hommes face à lui, parce que c'est trop. L'expo est faite aussi pour saluer l'arrivée de cette partie de Barque dans les collections, le tableau Trésor National acquis l'année dernière par le musée d'Orsay. Donc là aussi, c'est une œuvre mystérieuse. Pourquoi cet homme fait-il de la barque avec un chapeau de forme sur la tête? Il y a une histoire qu'on ne nous raconte pas. Peut-être pour aller s'encanailler, parce que Daniel Charles, spécialiste, historien maritime, etc., nous explique que la fonction du canotage du week-end, c'est de sortir de Paris et des octrois et d'aller boire pour beaucoup moins cher dans les guinguettes et d'avoir une vie de mauvais garçon quand on a une vie de rond de cuir très ennuyeuse la semaine. Donc peut-être que c'est pour ça. Et qu'on peut effectivement, dans tous les établissements, toutes les guinguettes de bord de Marne, de Seine, on peut... juste après le repas, monter dans une périssoire, une barque et s'embarquer en costume de ville, ce que font tous les bourgeois de Paris. Nicolas Chaudin, Caillebotte, c'est aussi une description du Paris de Haussmann que vous racontez dans votre documentaire, qui est assez précieuse quand même. Oui, mais qu'on peut aborder de plein de manières. Alors, Adrien cherche et trouve des histoires là où moi j'ai peine à le faire, parce que je suis peut-être beaucoup moins riche en imagination. Voilà. Mais il y a plusieurs manières de voir cette façon qu'il a de peindre la ville. Je pense que c'est un des rares peintres qui a magnifié la ville haussmannienne, qu'il a vraiment magnifié. Les grilles de pieds d'arbres. Exactement, les chaussées mouillées, les points de vue plongeants sur les carrefours. Les balcons filants, qui sont si chers à l'architecture haussmannienne, sont ici exploités dans des effets de perspective que le baron a dû apprécier. C'est un des premiers à montrer les nouveaux quartiers de Paris. Exactement, parce que c'est la modernité. Monet peint des gares et des panaches de locomotives, des cheminées d'usine, de gares, mais des cheminées d'usine sur ses champs de course.
etc. Caillebotte, lui, peint la ville qui est une espèce de monstre de modernité jailli en quelques décennies à la place d'une ville de foi millénaire ou quasiment. Donc, c'est impressionnant. Il y a toujours une sensation de silence absolument incroyable. La ville de Caillebotte ne fait pas un bruit. On voit des gens, mais c'est marrant, on n'entend pas le bruit de leurs pas. On voit un attelage. D'ailleurs, on voit souvent l'attelage, mais pas ses chevaux. Dans L'homme au balcon, on voit une voiture sur la gauche. On ne voit pas l'équipage qui l'amène. Donc, on n'entend pas cet attelage, on n'entend pas ces roues cerclées de fer racler le pavé. Non. Et ça, je trouve ça assez intriguant et ça mériterait probablement qu'on s'y attarde. Quant à Caillebotte et les hommes, Caillebotte est un sportif, je reviens juste 2 secondes, c'est un sportif vraiment chevronné, avionneur, régatier, etc., etc. Des corps d'hommes nus, c'est d'une simplicité, ça rentre dans le quotidien de sa... de son existence de sportif. Oui. Des hommes prennent des douches après les matchs de rugby, et ça ne veut rien dire. Et surtout, le propos, et je vous soutiens parfaitement, le propos sur lequel on insiste avec quelques lourdeurs dans l'exposition, ne tient pas parce que ça consisterait à dire qu'un peintre peint comme ça parce qu'il est une femme, parce qu'il est un homme, parce qu'il n'est ni un homme ni une femme, parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. On peut pas, voilà, on ne peut pas résumer l'œuvre d'un artiste et d'un grand artiste, vous le démontrez. On ne peut pas résumer l'œuvre d'un grand artiste à la seule personne charnelle qui l'impose dans... Allez, un dernier mot. Un dernier mot sur Caillebotte. Ce qu'on a découvert aussi en l'étudiant, c'est qu'on parle toujours d'une peinture photographique. Or, en fait, les cadrages qu'il a, très audacieux, où il coupe les personnages, etc., n'existaient pas dans la photo à l'époque. La photo était beaucoup plus conservatrice. Il faudra attendre les années 1920 et la nouvelle vague de la photo pour avoir des cadrages comme ça. Donc, c'est assez fou de voir qu'en fait, il est précurseur là-dedans aussi. Est-ce qu'on peut dire que dans ce numéro hors série, il y a un très bon entretien avec Paul Perrin, qui justement est assez nuancé. Oui, voilà, oui, le commissaire français de l'exposition fait preuve de beaucoup de subtilité dans l'analyse. Effectivement. Et ce qu'il dit sur la masculinité à l'époque est intéressant aussi sur les rentiers, sur différents états de la masculinité, et pas seulement le trouble dans le genre qui a été un peu souligné par les Américains. Surligné même. L'expo Caillebotte, Peindre les hommes au musée d'Orsay jusqu'en janvier, et bien sûr le Figaro hors série Caillebotte, l'instant impressionniste dans tous les kiosques. Adrien Goetz. Oui, cher Jean-Christophe. Vous publiez Les musées en liberté aux éditions Grasset. Vous avez recensé 120 musées que vous avez arpentés. Recensé, non, mais je les ai parcourus depuis une dizaine d'années. De temps en temps, vous faites allusion à d'autres. Vous avez, pour la plupart du temps, à part la Fondation Bimbert et le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, des mots très aimables pour tous ces musées. Vous avez parfois des petites réserves. Avec cette idée que je trouve formidable, parce que vous ouvrez votre livre avec le musée Chantilly. Le musée Condé à Chantilly, en disant que parfois, le musée lui-même est une œuvre. Bien sûr. Et ce musée Condé qu'on imagine totalement figé, puisque le testament du duc d'Aumale qui le lègue à l'Institut demande que rien ne soit prêté ni même bougé de l'ordonnance de ce musée qu'il a conçu au moment de sa mort. Donc ce musée n'est pas un musée fossile, puisqu'il y a des expos très intéressantes. C'est un musée qui ouvre sur la nature. Par toutes les fenêtres, on voit des arbres, on a des fontaines, on est dans un domaine. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ça correspond peut-être à notre goût d'aujourd'hui. Un musée où on peut aller, pas forcément pour aller voir Poussin, Watteau et Raphaël, mais aussi parce que on sait qu'on peut proposer aux enfants de faire de l'acrobranche, on peut aller prendre de la crème chantilly avec des fraises au hameau, et qu'on va vivre une expérience hors du temps, hors de l'espace, qui est incomparable. Et ça, les musées l'offrent très souvent partout, exactement, dans beaucoup d'endroits. Les musées ont vraiment changé leur... Je vois que les ministres de la Culture successifs nous disent qu'il faut amener les œuvres d'art vers les territoires de la ruralité, des choses comme ça. C'est déjà le cas. Je parle de Bayeux, je parle d'Avranches, je parle du musée Petier de Limoux. On est dans des zones qui sont des zones de campagne et où finalement le public est très varié. L'idée que le musée est une institution intimidante, qu'il y a là un critère de distinction. C'était très juste au temps de Pierre Bourdieu et de ses excellentes analyses. Mais aujourd'hui, les musées ont beaucoup bougé, ont beaucoup changé. Je commence le livre avec une déclaration de Madame Dati, notre ministre de la Culture, qui, inaugurant une cité des patrimoines et de l'accordéon
à Tulle, voilà, qui est un bel endroit. Hein. Je ne me moque pas parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans cet établissement tout nouveau. Elle dit, vous avez bien fait de ne pas appeler ça un musée parce que les musées sont sous cloche, alors que les cités, c'est vivant. Alors quand j'ai lu ça dans Paris Match... Votre sang n'a fait qu'un tour. Exactement. Je me suis dit, mais ces musées sont parfaitement vibrants, vivants. Il suffit d'aller au musée Fabre de Montpellier, un jour de semaine, ou en nocturne, encore mieux. On voit qu'il y a des gens de tous âges, de tous styles, que la fameuse tarte à la crème de l'intergénérationnel, ça s'invente tout seul. On n'a pas forcément besoin de directives du ministère pour mettre ça en marche. Et que les gens y viennent pour le plaisir, pour discuter, pour se rencontrer, pour draguer, pour trouver... Pas forcément pour apprendre quelque chose. Et c'est vrai partout, et pour partager. Vous n'êtes pas contre l'idée de photographier, de TikToker, d'Instagrammer et de diffuser, parce que vous dites, tant mieux, ça permet aux gens bien sûr. Et surtout, ça change notre rapport à l'image des œuvres des musées. Dès lors que les œuvres des musées sont partout sur Instagram, elles n'appartiennent plus aux historiens de l'art, aux conservateurs, aux guides conférenciers qui font beaucoup de travail et qui sont des héros des temps modernes, mais qui sont chargés de nous montrer ce qu'il faut admirer. Or là, on a un détail d'un tableau du musée de Rouen qu'on va découvrir parce qu'il est instagrammé, et là, on le voit autrement. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir un goût et le montrer. Donc on n'en est plus à dire les selfies dans les musées, c'est ridicule, les gens tournent le dos aux œuvres, les regardent pas, les masquent et se regardent surtout eux-mêmes. On n'en est plus là. Ça, je pense que c'était une polémique d'il y a une quinzaine d'années. Quelques années, voilà. Aujourd'hui, il y a une richesse de l'image nouvelle dans les musées. À propos de goût, vous êtes quand même assez 19e siècle. Oui, parce que c'est un livre personnel. C'est pas... Non, mais c'est pas un reproche. Non, je voulais vraiment que ça soit écrit à la première personne et je raconte ce que j'ai vu. Donc évidemment, je m'arrête un peu plus devant ce que j'aime. Des peintures toscanes de la Renaissance, des tableaux d'Ingres, enfin... Et je veux accompagner mon lecteur en lui disant, voilà, on va entrer dans cet endroit et vous n'avez pas le temps de tout voir, mais regardez quand même un ou deux tableaux. Regardez au musée Petier de Limoux, Les Repasseuses de Marie Petier, formidable artiste, tableau qui a aussi peut-être cette qualité de silence qu'on saluait chez Caillebotte à l'instant. Le côté Vermeer de Marie Petier est un peu aujourd'hui oublié, même si le tableau a été vu dans d'autres expos, à Caen par exemple. Et puis le musée Petier de Limoux pourrait s'appeler peut-être le musée Marie Petier. Petier, c'est sa famille, qui était une famille importante localement, où il y avait des artistes déjà, mais il y a très peu de... Je ne sais pas ce que Bénédicte va en penser, je me tourne en tremblant un peu vers Bénédicte, il y a très peu dans ce livre, et en France, en réalité, de musées qui portent des noms d'artistes femmes. Le musée Camille Claudel, c'est bien, c'est une reconnaissance aussi. Mais moi, je ne revendique pas du tout. Non, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Oui. Il y a l'atelier de Rosa Bonheur, qui est plus une maison d'artistes qu'un musée. À Vernon, le musée Blanche-Hochdé-Monet rend hommage à la pupille de Claude Monet, qui n'est pas une grande artiste. Elle aurait été très surprise d'apprendre qu'elle avait un musée portant son nom. De l'eau au moulin de Bénédicte. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et on découvre dans votre livre, il y a parfois, selon vous en tout cas, des chefs-d'œuvre totalement méconnus dans ces musées de province. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire ça? Vous assumez, vous avez bien raison, le terme de province. Disait, le nom hideux de province aura bientôt disparu. Peut-être qu'il réapparaît, mais sous une bannière... péjoratif. Voilà, exactement. Le pire, c'est les territoires. Ça, c'est méprisant, les territoires. Ou en région. Pas mal. En région, ça, c'est les circulaires du ministère de la Culture. Ça fait administration territoriale. Et donc, il y a des chefs-d'œuvre. Il y en a partout, c'est les trésors de la France. C'est ça que j'ai voulu montrer dans ce livre. Qu'on est à 2 pas de trésors parfaitement accessibles. Souvent, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Dans les musées, il se place énormément de choses qui permettent d'y aller en famille, d'y aller pour faire du yoga, recevoir des cours de cuisine. Voilà, on peut faire plein de choses au musée. Mais justement, ça m'agace. Mais... oui, moi je suis un contre. débat. Alors, on en a parlé quand même. Oui, on en a déjà parlé, c'est pour ça que je ne vais pas revenir, mais le musée n'est pas un centre de loisirs. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est un lieu de délectation. Justement, on est là pour regarder des œuvres et pas pour faire autre chose. Je pense que... L'un n'exclut pas l'autre. Mais je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a un mouvement en ce moment. Mais vous êtes sûr que quand on fait du yoga devant un tableau... C'est très dangereux pour le tableau, donc il faut faire attention, la colonne vertébrale. Je pense que le Louvre donne l'exemple en pratiquant le yoga dans la cour Khorsabad, où les grands taureaux ailés ne risquent pas grand-chose. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Bon. Mais effectivement, je soupçonne les fans de yoga de chercher des séances gratuites, un lieu, plus que l'admiration
des œuvres d'art. Mais c'est simplement pour dire que ces musées sont en mouvement, que c'est pas du tout sous cloche et qu'il y a vraiment une animation. Je décris justement la fête, la kermesse qu'il y avait à Montauban le jour de l'ouverture du musée Ingres, devenu Ingres-Bourdelle, rénové, 3 ans de travaux, un monument historique magnifique, le parcours complètement repensé. Et là, toute la ville était venue. Toutes les classes sociales, je crois. Enfin, on n'a pas fait de... Pour un sociologue, ça serait un bon terrain, ça, les musées aujourd'hui. On apprend d'ailleurs qu'à Montauban, il faut arrêter de leur parler de la référence des tontons flingueurs, ils n'en parce que peuvent ça les plus. énerve. Ah oui, oui, on ne devrait pas quitter Montauban, voilà. Là. Oui. C'est un peu usé. Bénédicte, des musées, vous avez des petits musées... Non, alors moi, je voudrais quand même dire que ce livre m'a émerveillé, déjà en rappelant... Dites-le, il n'a pas entendu. Il est tellement bien écrit qu'on est forcément... convaincu, même quand on n'est pas d'accord. Non, en fait, il rappelle une évidence qu'on oublie, c'est que les musées ont des collections permanentes. Et là, on est quand même dans une habitude où maintenant, on va au musée pour voir une exposition temporaire. Et les musées multiplient les expositions temporaires. Et il y a un moment, on oublie la mission première d'un musée qui a des œuvres permanente, une collection permanente dont il faut prendre soin, présenter, mettre en valeur, et qu'il faut aller voir un musée, pas forcément pour chercher une nouveauté, une exposition, un nouveau sujet, mais pour revoir une œuvre, la regarder, découvrir d'autres choses. Et ça, on oublie souvent cette mission-là du musée, et les gens ne vont plus au musée pour voir les collections permanentes. Et je reste persuadée qu'il faut absolument que les musées soient gratuits. Ça, vous le suggérez. Obligatoire et gratuit. Voilà. Comme l'enseignement. Donc, il y a le musée des Beaux-Arts de Rennes, les collections permanentes sont gratuites. Le musée des Beaux-Arts de Rouen, les collections permanentes sont gratuites. Donc, c'est possible, et ça me paraît indispensable. Après, c'est l'accès le plus simple à la culture aujourd'hui. Voilà. Ces musées dans les villes françaises. Et accessoirement, je suis toujours fascinée par les musées qui communiquent sur le nombre de visiteurs à une exposition. Non, on a fait venir. Voilà, comme s'il fallait faire du chiffre. D'abord, le musée ne doit pas être rentable. Un musée ne peut pas être rentable, ça n'est pas possible. C'est un service public, c'est comme un hôpital. On ne peut pas demander. Ça doit être rentable, un hôpital. Ça ne peut pas être rentable. Et ensuite, quand j'entends ce genre de chiffres, j'imagine toujours les gens agglutinés devant des tableaux à se détester les uns les autres parce qu'ils ne peuvent pas regarder les tableaux. Et donc les œuvres sont faites pour être regardées dans un minimum de confort. Et je ne suis pas sûre que le nombre de visiteurs soit un signe de succès. Ou alors il faudrait compter le nombre de visiteurs qui viennent voir les collections permanentes et qui reviennent voir les collections permanentes, et pas ceux qui viennent voir les expositions temporaires attirés par la nouveauté. Et donc voilà, on a un livre qui enfin célèbre les collections permanentes et donne envie d'aller voir les collections permanentes, parce que nous n'avons pas parlé de la Galerie Borghese au musée Jacques Marandré. Ce ne sont que des chefs-d'œuvre, mais qui n'ont été que déplacés d'un musée à un autre. Il n'y a pas du tout de propos, c'est juste déplacer des chefs-d'œuvre. Mais qui parle du musée Jacques Marandré ? On ne parle jamais du musée Jacques Marandré. Il a été il est en travaux, restauré, rénové, qui vient de rouvrir. Eh ben, on parle toujours de ces expositions dans ces espaces minuscules où il n'y a pas d'espace, c'est pas mis en valeur. Eh ben, il faut aller voir le musée Jacques Marandré. Et le pas les charme de cette maison, qui est de l'histoire de Nelly Jacquemart, et puis sa maison de campagne à Chaly, qui est formidable, qui est un très bel endroit où il y a très peu de visiteurs, c'est pas loin de Chantilly. Et Chaly mérite d'être vu. Et là, il y a 2 Giotto à Chaly pour contempler les œuvres. Pour rebondir sur le livre d'Adrien, vous avez des petits musées comme ça, province ou pas province je ne traverse jamais le périphérique, Jean-Christophe. Je parle dans mon livre du projet de musée du Grand Siècle qui est mené tambour battant. Pour lequel il faudra traverser le périphérique. 26, c'est ça la date d'ouverture. Octobre 26, oui. Donc, et ce sera un très gros musée, un projet pharaonique mené par un grand architecte, des grands décorateurs, des grands scénographes. Et un grand historien de l'art. Et un grand historien de l'art qui est Alexandre Gady. Et c'est sûr, ce musée qui est un musée de civilisation plus qu'un musée des beaux-arts. Ça sera le centre Pompidou du Grand Siècle. On pourra y faire de la danse, musée d'Orsay. Ce sera plutôt le musée d'Orsay du Grand Siècle. Mais même au-delà de ça, ce sera plus ce que Cluny est au Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'est un musée de civilisation, vraiment, et il n'y aura pas que des œuvres d'art. C'était un peu le problème au début. C'est que ce musée de civilisation n'était construit que par des historiens de l'art.
Et donc, on s'acheminait vers un musée des beaux-arts du XVIIe. Ouais. Or, pour ça, il y a le Louvre et Versailles qui sont écrasants dans la qualité de leur collection, et que, évidemment, le musée du grand siècle n'aurait pas eu les moyens d'acheter des Poussins ou des Lebrun comparables à ceux qui sont exposés ici ou là. Alors, mais c'est un musée de connaissance. Voilà, mais c'est un musée. Exactement. Et là, c'est un musée de civilisation, donc il y aura des monnaies, il y aura vraiment tout ce qui fait que le grand siècle est resté pour la postérité, le grand siècle français, comme le siglo des héros espagnols. Mais c'est mais on voudrait il y aura une dimension à la fois historique, sociologique, technique et technique. Vraiment, on essaiera de mettre en avant les progrès techniques de la société du XVIIe siècle. Et c'est surtout là-dessus que j'apporte Isabelle, un petit musée. Un petit musée, celui de Colmar, d'Interlinden. Magnifique. Il est dans le livre. Ouais. Mais oui. Tu as gagné. Et puis le musée Carnavalet, je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. Ce musée est formidable. Mais alors l'exposition sur la terreur, j'avoue que je l'ai trouvée extrêmement décevante. Rien n'est faux, mais tout c'est du relativisme historique total, c'est-à-dire le contrôle policier est mis sur le même plan que les loisirs et le théâtre et voilà, 40 000 personnes ont perdu la vie cette année-là. Oui, il y avait une petite ambiance, c'est vrai. Sans les Vendéens. Sans les Vendéens. On ne pouvait pas sortir sans sauf-conduit, il y avait un climat. Mais la terreur, oui, c'est le tournant autoritaire voilà. Donc, ça, non, mais surtout le refus d'utiliser le mot terreur. Oui, le refus assumé des commissaires du comité scientifique qui dit nous n'utilisez pas le mot terreur. Oui, parce que ça a été fabriqué par les ennemis de Robespierre. C'est le Napoléon d'Abelgance. Et moi, je défends l'idée d'un vrai grand musée du cinéma dans notre pays. Oui. Parce que je le dis dans mon livre, la Cinémathèque française expose 0,1% des collections qu'elle détient. Et on pourrait vraiment... il faut un décor pour ça. Il faut le Palais de la Bourse, il faut le Palais de la Découverte. C'est les deux pistes que je suggère. Et je vois que ça revient dans l'actualité au moment où ce livre sort. Vous êtes un visionnaire, Adrien Goetz. Pas toujours. mais là, j'y tiens beaucoup à cette idée. Un grand musée du cinéma en France. Mais bien sûr, ça manque. Mais c'est en train d'être envisagé. En tout cas, 1000 bravo pour ce livre, Mes musées en liberté. 120 promenades artistiques en France. Il y a juste 3 musées à Paris. Il y a la BNF. Oui, musée de la BNF, formidable. Le site Richelieu. Les gens n'y vont pas assez parce que ça s'appelle le musée du site Richelieu de la BNF. Qui a envie? Il faut l'appeler autrement. Et je vous laisse découvrir quel autre nom vous suggérez pour ce musée. Merci en tout cas à tous les 4 pour cette émission consacrée aux arts. La semaine prochaine, nous parlerons histoire, puisque ce sera les 70 ans du début de la guerre d'Algérie, l'élection américaine. Il y aura plein de choses à dire. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.